Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus dans le studio de Test Achat pour de nouvelles rencontres avec de nouveaux experts sur de nouvelles thématiques qui, j'espère, vous intéressent. Test Achat, vous connaissez toutes et tous, mais si jamais c'est la première fois que vous nous découvrez, je vous rappelle que c'est une association totalement indépendante, belge, qui depuis les années 50 tente de vous aider à faire les bons choix dans la vie, que ce soit au niveau santé, au niveau achat, petit électro, gros électro, voiture, énergie, isolation, peu importe, investissement, vous avez vraiment toutes sortes de thématiques et puis voilà, on essaye de répondre au fur et à mesure à vos questions et à vous aider à faire de bons choix tout au long de votre vie. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs thématiques. D'abord, on va parler, les vacances approchent évidemment, on va parler des meilleurs sites de réservation et les meilleurs sites pour les hôtels. On va vous proposer de parler investissement. Alors, on a pas mal parlé de plus grosses sommes jusqu'ici. Ici, on va ramener un petit peu que faire si vous avez 1 000 € à investir. On va parler de la nouvelle loi sur les recours collectifs et plus particulièrement de notre recours collectif contre Apple. Oui, rien que ça. Et puis, on terminera en parlant d'eau de pluie. Avec tout ce qui tombe en ce moment, ce sera bienvenu. Et surtout, vous rappeler comment économiser grâce à l'eau de pluie des centaines d'euros par an. Voilà un petit peu le programme de cette émission et on démarre tout de suite avec un premier invité qui est déjà sur le plateau avec moi. Il s'agit de Sébastien Stevering. Bonjour, et avec toi Sébastien, on va parler des meilleurs sites de réservation et de meilleurs sites d'hôtels. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vais commencer avec une première question pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, parce que je pense que c'est la première fois que tu es sur le plateau avec moi. En effet, la première fois que j'y suis. Qui es-tu et que fais-tu chez Test Achat? Donc, je suis Sébastien et je fais les enquêtes de statistiques pour Test Achat en collaboration avec d'autres associations de consommateurs en Europe. Eh bien voilà, c'est un panel assez large. J'imagine que tu touches des thématiques assez variées. Un peu de tout, vraiment. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les sites de réservation et les sites d'hôtels. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu comment s'est faite cette grande enquête que vous avez menée sur ce sujet? Oui, donc comme toujours, on a fait une enquête en collaboration avec d'autres organisations de consommateurs en Europe pour avoir l'expérience et les habitudes de voyage des Belges et des autres Européens. Et donc, on a recherché aussi leur habitude, mais aussi leur satisfaction avec tous les services avec lesquels ils ont fait leur voyage. Nos questionnaires ont été distribués par la poste et en ligne, et on a reçu à peu près 7000 réponses de répondants parmi tous les pays, logiquement. Et donc, ceci nous a donné déjà quelques chiffres intéressants sur les habitudes de voyage des Belges. On voit que 34% dépensent moins de 2 000 €, 35% dépensent entre 2 000 et 5 000 € et 31% dépensent plus de 5 000 €. Bien entendu, on parle de toutes leurs vacances et pour toute la famille. Mais par année, j'imagine. Par année, exactement. Okay. Puis, les principales raisons pour lesquelles les Belges partent en voyage, c'est plutôt typique. C'est la nature, la culture et l'histoire, et la gastronomie, très typiquement belge. Ah oui. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve aussi en comparaison avec les autres pays, c'est qu'il y a beaucoup plus de Belges qui vont en vacances spécifiquement pour aller faire du vélo, pour faire du cyclisme comparé aux autres pays. Encore quelque chose de typique belge. En matière de city trips, il est intéressant à noter que là aussi, la notation des différentes villes au niveau international et au niveau national sont différents aussi. Donc au niveau national, nous avons en tête la Grenade, Luxembourg, Palma de Majorque, Bilbao et Dublin. Alors que pour les Belges, donc eux, ils préfèrent Berlin, Madrid, Barcelone et Rome. Ok, pas mal, cette petite liste de premières destinations à aller visiter. Exactement. Alors, vous avez coté, noté, ou en tout cas les personnes qui ont répondu à l'enquête ont noté leur appréciation de ces sites de réservation. Comment cette notation s'est-elle faite ? Oui, donc en effet, on a dédié 2 chapitres, spécifiquement un chapitre pour les chaînes hôtelières et un chapitre pour les sites de booking.
Attention parce que tu recules, tu t'éloignes du micro au fur et à mesure. Je comprends. Et donc pour chacun d'eux, on les a interrogés sur leur satisfaction avec tous les aspects liés à leur booking et puis aussi une note générale. Et donc pour les sites de booking, on a spécifiquement demandé qu'ils parlaient du site et non de l'hébergement lié à leur commande. Et donc, pour les sites de réservation, on les a évalués sur l'offre, la facilité d'utilisation, les informations sur le site, les conditions, la qualité de prix et les fonctions de paiement. Et puis, pour les chaînes hôtelières, on a demandé leur expérience sur la chambre d'hôtel, logiquement, la propreté de la chambre, le personnel, le petit déjeuner, le bar, et puis aussi le rapport qualité-prix. Et donc, à base de tous ces aspects, on leur a demandé de créer une note globale pour leur expérience avec ce service. D'accord. Alors, maintenant, on a le contexte, on a la manière à laquelle la cotation s'est faite. Quel est le résultat? Est-ce qu'il y a des grands gagnants qui se détachent? Est-ce qu'il y a vraiment des mauvais élèves qui sont en bas du classement? Quel est le résultat de cette enquête? Oui, donc, en général, on peut dire que les résultats sont bons même pour les moins bons joueurs, mais il y a bien une différence entre les gagnants et les perdants. Donc on a fait une graphique par rapport à ceci pour les sites de réservation. Nous constatons que le top 5 est Booking, Skyscanner, Rumbo, TripAdvisor et Trivago. Et puis quand on va regarder dans les aspects spécifiques pourquoi ils le font mieux, chez Booking, on voit que principalement, ils obtiennent des très bons résultats pour leur facilité d'utilisation, leur offre et leur fonction de paiement. Quand on va commander quelque chose en ligne, c'est toujours important qu'on puisse qu'on ne doit que payer quand on est déjà là et qu'on ne doit pas payer des mois ou autant à l'avance. Et donc, chez ces sites-là, c'est plus souvent le cas comparé à d'autres sites. Et puis, parmi les perdants, disons, les moins bons élèves, les scores les plus faibles, là, on retrouve Expedia, Kayak, Last Minute et eDreams. Et donc, les aspects qui expliquent pourquoi ils ont un score moindre, c'est le manque d'information, des conditions de réservation trop strictes, et puis aussi une qualité de prix inférieure aux autres joueurs selon les répondants. Donc voilà, ça c'est le bilan globalement. Voilà, spécifiquement des sites de réservation. Et puis en fait on a fait exactement le même exercice pour les chaînes hôtelières. Bien sûr. Là il faut bien comprendre que les chaînes hôtelières, on ne sait que faire les chaînes, on ne sait pas faire les hôtels individuels. Oui, c'est bien compliqué. Hein. Alors on aurait dû avoir 100 000 répondants. Oui. Donc pour les chaînes hôtelières, là aussi on en a fait un tableau. Là on retrouve quelques noms familiers dans le top 5. On trouve Hilton, Sheraton, Eurostars, Novotel, et puis la place 5, elle est partagée par plusieurs joueurs. Quand on regarde pourquoi est-ce qu'ils ont les bons scores, on voit que Hilton et Sheraton, en général, ils ont des bons scores sur tous les aspects, mais c'est surtout la qualité et la propreté de la chambre avec lesquelles ils se distinguent. Et puis pour Eurostars, c'est plus la gentillesse et la serviabilité du personnel qui fait leur point fort. Ce qui est quand même important quand on arrive pour un séjour, que ce soit en vacances ou autre, on aime bien être bien accueilli à l'endroit où on va loger. Et on a la liste de ceux qui ont le plus de mauvais points. Ça aussi. Donc en bas, on retrouve Best Western, Ibis Hotels et Holiday Inn. Cela est un peu logique dans le cas où ce sont exactement des joueurs qui jouent dans le marché avec des prix très bas. Oui. Et donc, logiquement, ils ne savent pas donner la même qualité de service, bien sûr. Mais donc, ça démontre que les prix bas ne compensent pas suffisamment les autres aspects pour produire un score global, parce que c'était ça qu'on demandait, un score global qui était quand même plus haut que les autres. Donc, juste aller dans les
prix bas, ça ne nous aide pas pour avoir un score global très haut. D'accord, le rapport qualité-prix ne fait pas son boulot dans ce cas-là, en tout cas. Il n'est pas assez fort pour compenser tous les autres aspects. Eh bien, merci beaucoup. Des vacances prévues bientôt ? Oui, au Népal. Tu as bien fait ton choix, j'espère, pour tes réservations. Oui, on a fait une recherche. Eh bien voilà. Comme toujours. Eh bien, merci beaucoup et j'espère à très bientôt, peut-être à ton retour de vacances. Exactement. Pour nous en parler. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup aussi. Bonne journée. Bonne journée. On continue avec notre thématique suivante. Après avoir parlé voyage, vacances, réservation, eh bien j'accueille à nouveau Nicolas Claes qui commence à être un habitué de ce plateau avec qui nous allons découvrir comment faire quand on a 1 000 € à investir. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors petit rappel pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui pour la première fois, qui es-tu? Que fais-tu chez Testachat? Alors chez Testachat, moi je travaille pour Testachat Invest, en fait, qui est la branche de placement des recommandations placement de Testachat, donc placement grand public. Ok, alors jusqu'ici, à chaque fois que j'étais accueillie, on parlait plutôt de personnes qui avaient des sommes assez importantes à investir. Tout à fait. Ouais. J'imagine que vous avez dû recevoir pas mal de mails d'utilisateurs de Testachat ou de spectateurs de nos émissions en disant vous êtes bien gentils, mais moi j'ai pas tout ça à mettre de côté. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur une enveloppe un peu plus petite. Si on a 1 000 € à investir, eh bien, est-ce que ça vaut la peine d'investir en bourse si on n'a que ça à mettre en jeu? Alors même si on n'a que ça, on va voir que oui, ça vaut la peine. Et j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous ont écrit. Effectivement, la bourse, ça n'est pas réservé qu'aux personnes qui sont riches. Même à partir de 1 000 € et même moins, à partir de 25 € par mois, il y a maintenant des offres de placement sur les marchés financiers, de placement en bourse. Disons que ça s'est considérablement démocratisé depuis une vingtaine d'années. C'est vrai qu'au siècle dernier, on va dire, c'était vraiment quelque chose de très spécifique. Il fallait vraiment bien s'y connaître. Il n'y avait pas Internet à l'époque, donc il fallait se rendre dans son agence, chez un courtier. Et celui-ci n'acceptait de vous recevoir que si vous apportiez un gros capital. Bien sûr. Aujourd'hui, avec Internet, les prix ont vraiment fondu, y compris pour les petites transactions, ce qui permet de commencer à investir pour des toutes petites sommes sans que ça coûte assez cher en termes de frais. Et donc, on peut investir à partir de 1 000 €. Alors, est-ce que ça en vaut la peine? Alors, j'ai fait un petit graphique. J'aime bien les petits graphiques pour montrer les choses. Et j'ai comparé ce que peuvent rapporter 1 000 € si tu les laisses sur un compte d'épargne. Donc en gros, la solution de facilité qui est celle prisée par de nombreux Belges, ou si tu l'investis en bourse de façon diversifiée. Alors 1 000 €, si tu les laisses sur un compte d'épargne, eh bien, au bout de 10 ans, tu auras à peu près 1 100 €, un peu plus que 1 100 € de capital. En bourse, tu auras déjà pratiquement doublé ton capital. D'accord. Ce sont des projections, évidemment. Hein. Au bout de 20 ans, on est dans un rapport donc, de 1 200 € si tu le laisses sur ton compte d'épargne et de presque 3 900 € si tu l'investis en bourse. Et au bout de 30 ans, et là je m'adresse évidemment aux plus jeunes, parce que c'est surtout eux qui ont moins d'argent à investir, mais qui ont 30 ans devant eux, eh bien, donc, sur un compte d'épargne, donc, je dirais qu'ils commencent à investir à 30 ans, eh bien, à 60 ans, ils auront 1 300 €, 1 350 €. Plus que Ah oui, sur le compte épargne, oui. Ouais. Alors que s'il avait investi en bourse, les 1 000 € seraient devenus un peu plus que 7 500 €. Ah oui, ça vaut effectivement la peine. Et même pour 1 000 €, ça vaut la peine, tout à fait. Et en plus, dans une émission précédente, tu avais expliqué à quel point 1 200 €, 1 600 € sur 10 ans ou 20 ans, ça valait vraiment pas la peine parce que comme le coût de la vie aura augmenté, finalement, notre argent aura perdu de la valeur au lieu d'en gagner. Tout à fait, il y a l'inflation. Voilà. Si vous n'avez pas vu cette émission, je vous recommande d'aller voir sur notre chaîne YouTube pour la voir en rediffusion, pour avoir ce point de vue-là sur l'évolution de l'argent. Alors, un petit disclaimer quand même, c'est que en bourse, là, ce sont des projections, mais on ne peut jamais ni garantir un capital ni un rendement, parce que les marchés sont volatiles. Et donc, à court terme, il existe du risque, mais à long terme, évidemment, le risque est amoindri. D'accord, il se répartit en général, c'est à l'occasion de... Entre les hausses et les baisses. Oui. D'accord. Tout à fait. Bon, tu parlais à l'instant du fait que ce sont bien entendu des projections à long terme. On parle d'investissement sur 10, 20, 30 ans. Mais imaginons que quelque chose se passe, on n'est jamais à l'abri d'un accident dans la vie. Est-ce que j'aurai la possibilité de récupérer mon argent avant ce terme? Alors, pour la plupart des placements, c'est possible. Donc, tu peux revendre à tout moment. Mais c'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas parce que, imaginons si tu veux revendre dans un an, en gros, il y a 25% de chances que tu fasses des pertes. D'accord. Donc oui, tu peux récupérer ton argent, mais sans doute moins ou beaucoup moins s'il y a eu un crash boursier entre-temps.
que ce que tu as investi. Même au bout de 5 ans, il reste encore 10% de chances que tu aies des pertes. Donc c'est vraiment... On va parler de risque alors plutôt que de chance. Oui, de risque de perte, tout à fait, oui. Par contre, après 10 ans et après 15 ans, tu augmentes là pour le coup tes chances d'avoir un placement performant. Le risque est toujours là, mais oui. il est moindre en fait. Donc le risque vraiment de perdre beaucoup d'argent, il est atténué. Et c'est vraiment compensé par la perspective d'avoir un bon rendement sur le long terme. D'accord. Bon, alors, imaginons maintenant, j'ai mes 1 000 €, ils sont prêts, ils sont mis de côté. Mais comment est-ce que je démarre? Qu'est-ce que je fais? Alors, on va essayer d'avoir des solutions très concrètes pour cette vidéo. Alors, je vais commencer par la solution qui est la plus simple et celle qui demande le moins d'efforts. C'est, t'es client d'une banque forcément, tu vas dans ta banque, tu vas voir tu prends rendez-vous en agence pour commencer et tu dis voilà, je veux investir et je voudrais un fonds mixte. Alors, c'est quoi un fonds mixte? C'est un fonds donc dans lequel tout le monde, enfin tous les clients de la banque mettent de l'argent, enfin ceux qui veulent investir dans ce fonds mettent de l'argent, une sorte de pot commun qui est investi par des spécialistes en bourse, qui est investi à la fois en actions et en obligations du monde entier. Donc en gros, c'est pas toi qui décides dans quoi il faut investir, parce que évidemment, si tu n'y connais rien, ça sert à rien. Voilà. Et tu vas faire des mauvais choix. Donc là, ce sont vraiment des spécialistes qui vont gérer ton épargne, qui vont veiller à ce qu'elle soit bien diversifiée au niveau mondial. L'avantage donc c'est que tu ne dois rien faire toi-même et que tu peux suivre ça de façon très sporadique. Je veux dire, même une fois par mois, tu regardes 5 minutes l'évolution de ton compte et tu vois si ça monte ou ça descend. Et si tu as des questions, tu contactes ton agent bancaire, tu prends rendez-vous avec lui une fois par an pour faire le point sur la situation, mais ça va pas plus loin que ça. L'inconvénient, c'est évidemment que comme c'est le gestionnaire qui décide, toi tu ne décides de rien. Donc c'est pas toi qui peux orienter ton épargne vers le type de placement que tu souhaiterais. Et par ailleurs, et là c'est un plus gros souci, c'est que dans les banques, généralement, elles vont proposer les produits maison, c'est-à-dire des produits qu'elles ont fabriqués elles-mêmes et qui coûtent plus cher, qui coûtent assez cher. Et cette cherté, elle a des conséquences sur ton rendement, parce qu'à long terme, ça peut quand même pénaliser assez fortement le rendement. D'accord. Donc attention aux frais, mais c'est le prix de la facilité en quelque sorte. Bon, alors on a la version avec le coût de la facilité, comme tu viens de le dire, mais est-ce qu'il y a de meilleures solutions? Est-ce qu'il y a moyen, si on est prêt à mouiller sa chemise un tout petit peu plus, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Alors il faut sortir de sa zone de confort justement, et donc c'est d'aller voir ailleurs que dans sa propre banque. Et pour ça, en fait, il y a une idée qui reste assez simple, qui demande juste un peu d'effort au début, il faut une petite impulsion et prendre un peu de temps pour regarder le marché, mais tu achètes 2 ETF. Alors un ETF, c'est quoi? C'est aussi un fonds de placement. C'est comme un fonds, quand je parlais des fonds mixtes, donc c'est aussi un pot commun dans lequel les investisseurs placent leur argent, et cet argent est investi en actions ou en obligations. Et c'est coté en bourse, donc tu peux l'acheter dans n'importe quelle banque en principe, y compris chez des courtiers qui réclament moins de frais que les banques traditionnelles. C'est ça qui est intéressant. Et ces fonds, pourquoi ils sont plus intéressants que les fonds mixtes dont je parlais juste avant? C'est que leurs frais sont beaucoup moins élevés. J'ai pris 2 exemples ici qui vont s'afficher à l'écran. Et donc il y a un tracker, un ETF qui investit en actions, et il y en a un autre qui investit en obligations. Ce qu'on voit, c'est que les frais annuels sont de 0,10 à 0,20% par an. À titre de comparaison, un fonds mixte, c'est 1,50% environ. Ah oui. Donc il y a quand même une grosse différence. 1% chaque année, ça se cumule, ça fait un gros écart de rendement au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors c'est tout simple, c'est 2 ETF, donc un qui investit en actions, un autre qui investit en obligations. Tu répartis en 2, tu mets 500 € dans l'un, 500 € dans l'autre, et tu as un portefeuille qui est diversifié mondialement, à la fois en actions, donc les actions c'est ce qui va donner la performance sur le long terme, et en obligations, les obligations c'est ton coussin de sécurité. Si les actions à un moment donné descendent fortement, les obligations jouent ce matelas en fait de protection pour éviter de trop fortes chutes. D'accord. Pour éviter que tu commences à paniquer et revendre alors qu'il ne faut pas. Voilà, donc, alors j'ai donné aussi donc, la liste des banques, des brokers chez qui tu peux acheter ces ETF, oui, à peu de frais finalement, et c'est une stratégie que tu la mets en place, tu regardes de temps en temps comment ça se passe, et puis tu peux laisser courir comme ça pendant plusieurs années. Pendant 10, 20, 30 ans. Ou 30 ans. En fait, tu as une manière d'expliquer les choses qui donne confiance, qui donne envie de s'y mettre. Démarrer avec une petite somme, en fin de compte, c'est surtout une manière de mettre le pied à l'étrier,
démarrer ce genre d'expérience pour finalement, après, tenter d'investir plus, non? Oui, parce qu'en fait, les gens ont toujours tendance pour sortir de sa zone de confort, il faut se faire un peu violence, et donc les gens ont tendance à retarder. Et certainement, si la première fois on s'imagine qu'on va investir une grosse somme, 10 000 ou voire 50 000 euros pour certains, ça fait peur, parce qu'on a toujours peur du crash boursier qui peut survenir à tout moment. En commençant avec 1 000 euros, eh bien, si on fait des erreurs, parce que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, y compris en matière d'investissement, c'est pas très grave. Ça va pas t'empêcher de continuer à vivre normalement, et c'est pas toutes les économies d'une vie qui vont partir en fumée. Et donc ça met le pied à l'étrier, ça te donne une sorte d'entraînement, et la vie, et c'est surtout par rapport aux plus jeunes que je dis ça, au début évidemment ils gagnent moins d'argent, ils ont des salaires moins élevés, mais ça change. En général ça change, au plus on vieillit, au mieux on gagne en général. Normalement, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, si la carrière se passe correctement. Et donc il y a une capacité d'épargne qui augmente. Et à ce moment-là, quand ils ont cette capacité d'épargne plus importante, ils ne doivent plus réfléchir « Ah, mais chez qui je dois investir ? Dans quoi je peux investir ?» Ils ont déjà la solution. Ils n'ont plus qu'à alimenter le compte. Par contre, il y a un écueil à éviter, et ça c'est important, c'est que quand on s'intéresse au placement, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ils vont vite aller voir sur Internet, ils vont aller tomber sur des forums de discussion, sur des réseaux sociaux, sur des influenceurs même, qui vont dire « Ah, faites comme moi je suis devenu millionnaire facilement, il suffit de copier ma stratégie d'investissement. » Mais bien sûr. Bon, il faut savoir que derrière tout ça, il y a parfois des arnaques, parfois des très mauvais conseils, et qui peuvent amener les gens à perdre énormément d'argent, voire toutes leurs économies. Donc attention, n'investissez, je vais dire, que dans des choses que vous comprenez, et même si ce que j'ai dit aujourd'hui c'est encore difficile à comprendre, eh bien il faut se renseigner, il faut aller plus loin, il faut lire des articles pour vraiment comprendre ce dans quoi chacun investit en fait. Et je reprendrai ce que tu as dit dans une précédente émission encore il y a plusieurs semaines, si ça a l'air d'être trop beau pour être vrai, c'est que c'est probablement pas vrai. Oui, tout à fait, oui. L'argent facile, gratuit, ça n'existe pas. Ça n'existe malheureusement pas. Il faut du temps. Moi, je sais, j'ai des projections sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais il n'y a aucune promesse de devenir millionnaire. Au bout d'un an, c'est pas possible. Ok, bon, écoute, merci beaucoup Nicolas. Merci. Et puis j'espère à une prochaine fois pour une autre émission. Qui sait, là on va peut-être se pencher sur comment faire quand on investit 25 €, puisque tu disais qu'on pouvait déjà démarrer avec une toute petite somme. C'est possible à partir de 25 €, tout à fait. On verra ça. Et en tout cas, évidemment, toutes vos questions, vous pouvez nous les adresser par mail, et puis vous rejoignez les différents dossiers sur le sujet et les différentes vidéos qu'a déjà proposé Nicolas précédemment. Tout ça sur nos chaînes YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur le site de Testachat. Enfin voilà, vous avez vraiment plein d'endroits possibles pour retrouver tous ces détails, toutes ces informations et les réponses à vos questions. Merci Nicolas. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, on continue et on va accueillir maintenant Lisa Mailleux parce qu'on va parler des recours collectifs. Il y a une nouvelle loi qui vient de passer au sujet de ces recours collectifs. On va parler aussi plus précisément du recours de Testachat contre Apple. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à aborder dans cette séquence. Bonjour Lisa et bienvenue à toi. Salut. Alors, Lisa, rappelle-nous, qui es-tu au sein de Testachat? Que fais-tu? Donc moi, je travaille dans l'équipe de PAM, donc c'est-à-dire des affaires publiques et de relations avec les médias. Et donc, de tout ce qui est le côté lobby de Testachat. D'accord. Ici, on est vraiment clairement dans une grosse action de lobbying. C'est quoi un recours collectif et comment ça se passe? Donc, c'est-à-dire qu'un recours collectif, en Belgique, c'est assez nouveau. Donc, c'est toute une procédure qui est entrée en vigueur ici en 2014. Testachat a déjà introduit 9 actions en recours, donc en réparation collective. Aujourd'hui, on va surtout parler d'Apple, parce qu'il y a du mouvement de ce côté-là, même si pas assez selon nous. Oui, hélas. Voilà. Donc, la procédure est assez longue, assez compliquée, comme la plupart des procédures de manière générale, et surtout, elle se divise en plusieurs phases. Donc, c'est-à-dire que tout d'abord, on a la phase en recevabilité, et donc ça, c'est la phase la plus longue, parce que c'est la phase où le juge va statuer sur la recevabilité de l'action, c'est-à-dire est-ce qu'elle vaut la peine d'être poursuivie ou non, est-ce qu'il est compétent pour statuer sur cette action, est-ce que Testachat représente effectivement le groupe lésé, etc. Est-ce qu'il y a potentiellement une infraction qui a été commise par l'entreprise, enfin bref, toutes ces choses-là, et y compris, en fait, si on va appliquer un opt-in ou un opt-out pour tous les consommateurs lésés, et ça on en parlera un peu plus tard. D'accord. Mais tout simplement, c'est l'idée de savoir si les gens sont automatiquement partis à l'action ou s'ils doivent s'y inscrire de leur côté, donc activement. D'accord. C'est ça la différence entre l'opt-in et l'opt-out? Ok. Voilà. Ensuite, après ça, donc ce qui prend le plus de temps, on a une phase de négociation. Et donc, c'est-à-dire que
même si le juge a donné déjà du temps pour que les gens s'inscrivent, si ce n'est pas automatique, il y a toute une phase qui est entre 3 et 6 mois. Et ça, c'est un délai qui est obligatoire, durant lequel Testachat va négocier avec l'entreprise pour essayer de trouver une solution. Et même si l'entreprise refuse de collaborer, de trouver une solution ensemble, etc., on va quand même devoir attendre la fin du délai. Oui. Donc, voilà. Et c'est seulement après ce délai qu'on peut retourner devant le juge pour obtenir le verdict. Et puis, il y a encore des possibilités d'appel, etc., etc. Mais tout ça, ça va très bientôt changer. Ah, en tout cas, revenons au cas très concret dont tu as parlé tout à l'heure. C'est le recours collectif contre Apple. Et ça concerne l'iPhone 6. C'est ça. Alors, ça, c'est la preuve déjà que ça prend très très longtemps, puisqu'on est déjà au 15, je crois, maintenant. Mais donc, quel était le problème par rapport à l'iPhone 6 ? C'était quoi ce recours collectif ? Donc, de manière générale, pourquoi est-ce qu'on va introduire des actions de ce genre-là ? C'est parce que quand on reçoit un nombre important de plaintes contre une entreprise, on remarque une infraction il y a vraiment un nombre de plaintes assez important, et de manière générale, on va essayer de trouver une solution à l'amiable avec l'entreprise. Dans 90% des cas, ça fonctionne parce que tout le monde veut coopérer, veut que l'entreprise ait une bonne réputation, enfin, l'entreprise veut avoir une bonne réputation, nous on veut aider les consommateurs, etc., etc. Donc on trouve un chemin d'entente. Mais il y a des cas où c'est pas le cas parce que l'entreprise ignore complètement les demandes des consommateurs, ou bien se situe bien au-delà de tout ça. Voilà, ou bien coopère partiellement dans le sens où ils proposent des solutions qui, selon nous, ne conviennent pas du tout, et ainsi de suite. Et du coup, c'est dans ce cas-là qu'on va envisager d'aller en justice parce que c'est des procédures qui prennent un temps incroyable, qui ont des coûts aussi très lourds, etc., etc. Et donc, pour Apple, vraiment pour revenir à ce que je disais avant par rapport aux différentes phases de la procédure, c'est que là, on n'a même pas encore reçu la décision pour la phase de recevabilité. Ah oui, d'accord. Donc, on a introduit cette demande-là en décembre 2020. Et on ne sait toujours pas si le tribunal de Bruxelles va statuer ou non, etc., etc., si c'est un opt-in qui va s'appliquer ou un opt-out. Maintenant, il est toujours possible de joindre cette action parce qu'on espère obtenir cette décision-là au mois de juin. Donc peut-être qu'on se revoit très bientôt pour les dernières informations, les dernières updates, etc. Et donc pour rappel, ce recours collectif était par rapport au fait que les consommateurs estimaient que l'iPhone 6 il y avait une obsolescence beaucoup trop rapide par rapport à ce modèle-là. Nous, on a attaqué, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, nous on a attaqué Apple par rapport à l'obsolescence prématurée. L'obsolescence programmée. C'est pas prématurée, c'est l'obsolescence dans le sens où on considère que l'appareil se dégrade de façon trop rapide par rapport à ce qui devrait se dégrader dans une utilisation normale. Voilà. Alors que pour une obsolescence programmée, c'est dans le sens qu'on considère qu'Apple a fait en sorte que l'appareil se dégrade prématurément. D'accord. C'est toute la nuance. Oui, donc c'est important. Donc si vous avez encore un iPhone 6 ou si vous avez eu un iPhone 6 et que vous avez rencontré ce problème-là, on peut donc encore rejoindre le recours collectif. Absolument. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour ça ? Donc là, nous, sur notre site internet, on a un formulaire. L'URL va s'afficher ici dans les commentaires. Et donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Ici, si vous vous inscrivez, vous n'êtes pas c'est sans engagement. Tout va bien se passer, etc. Mais ça va vous permettre de rester informé des suites et donc de savoir si ce sera un opt-in ou un opt-out, dans le sens est-ce que vous devrez vous inscrire pour participer à la procédure ou pas, ou bien si vous êtes d'office considéré comme partie prenante. Donc voilà, c'est un bon moyen de savoir ce qui se passe pour la suite. D'accord. Bon, ça c'est pour le dossier Apple iPhone 6. iPhone 6. Oui, finalement. Pourquoi ? Maintenant, je voudrais qu'on parle d'aujourd'hui et de l'actualité brûlante sur la réforme des recours collectifs en Belgique. Qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, chez Testachat, on est très heureux. Vraiment, c'est une grande victoire, du coup, parce que c'est un travail très important de Testachat de manière générale, un bon lobby. Donc, c'est-à-dire que la semaine passée a été votée la réforme de la loi
loi sur les actions collectives, donc les actions en réparation collective. Et donc, ça amène plusieurs changements qui vont garantir une accélération de la procédure, dans le sens qu'elle va prendre beaucoup moins de temps et donc qu'elle va coûter beaucoup moins cher aussi. Et donc, on pourra en introduire plus parce que ça va permettre de débloquer d'autres moyens, etc. etc. Donc, chez nous, on est très, très contents. Félicitations d'abord pour ce beau travail. Et c'est une bonne nouvelle. Alors, j'imagine que pour Apple, c'est trop tard, mais que ça va permettre de débloquer un paquet de dossiers qui sont en attente dans vos tiroirs et qui aimeraient faire partie de ce genre de procédure. En tout cas, c'est sûr que pour Apple, c'est trop tard étant donné que la procédure a déjà commencé. Ce sera pour les prochaines actions collectives, mais ça va apporter énormément de changements positifs, dans le sens où on peut donner quelques exemples. Oui. Donc, c'est par exemple pour la phase de recevabilité dont on parlait plus tôt. Maintenant, il n'y aura plus toute cette discussion de opt-in ou opt-out, etc., de négociation de ce côté-là, de ces discussions-là, parce que maintenant, ce sera d'office de l'opt-in. Donc, c'est-à-dire que les gens devront activement indiquer qu'ils veulent participer à l'action, qu'ils veulent être partie prenante, sauf qu'ils ne devront l'indiquer qu'une fois qu'on aura déjà la décision finale. Ah oui. Donc c'est très positif parce qu'en fait les gens verront que telle entreprise a été condamnée à verser telle indemnisation aux consommateurs de tel produit. Et donc si vous avez un iPhone 6, par exemple, en imaginant que Apple, ce soit voilà, donc dans une réalité parallèle, si Apple était condamné sous cette nouvelle procédure, on sait qu'ils ont été condamnés. Vous avez un iPhone 6. Vous venez vous inscrire directement et vous savez que vous allez gagner X montant dans tel délai. Ouais. Donc voilà, ça va vraiment faciliter et ça va être beaucoup plus clair pour les consommateurs aussi, beaucoup plus facile, etc. etc. Oui, parce que sinon, il faut arriver à s'en sortir, garder une piste de tout ce qui est peut-être en route, mais on ne sait pas encore. Enfin, c'est vraiment une organisation pour laquelle j'imagine la plupart des gens baissent les bras avant même d'avoir commencé. Maintenant, nous, on informe les consommateurs par rapport à ça. Donc vraiment, par rapport aux actions collectives, il y a moyen de tout retrouver sur notre site web, de voir ce qui est en cours, etc., etc. Et dans le cas où, donc là, c'est seulement la recevabilité qui a été statuée, dans ce cas-là, de s'inscrire ou non pendant le délai que le juge a permis, parce qu'évidemment, ça dépend de la décision du juge. Mais voilà. Et aussi, autre chose qui va aider à l'avenir pour cette phase de recevabilité-là, c'est qu'on va aussi pouvoir mener cette procédure-là selon des débats succincts. Donc, ça va faire gagner énormément de temps aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui vont vraiment aider. Et aussi, un autre changement, c'est par rapport à la phase de négociation. Donc, c'est juste après. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit, à la base, le juge donnait entre 3 à 6 mois pour trouver une solution à l'amiable. Et si l'entreprise ne coopérait pas, attendait l'appel ou on ne sait pas, voilà, on ne pouvait rien faire. On devait attendre quand même ces 3 à 6 mois pour retourner devant le juge. Là, non. Si l'entreprise ne réagit pas, ne coopère pas, on peut déjà retourner devant le juge. Donc, ça fait gagner, par exemple, déjà entre 3 et 5 mois, on va dire. D'accord. Donc, c'est vraiment... Ça va vraiment permettre et garantir que toutes ces procédures-là seront plus rapides, elles vont coûter moins cher, elles vont être plus claires pour le consommateur. Donc ça n'engage que du bon pour l'avenir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, j'espère effectivement qu'on te reverra très bientôt sur ce plateau pour discuter des résultats ou des nouvelles procédures qui ont été lancées avec ce nouveau système. Mais merci au mois de juin. Au mois de juin, on en saura beaucoup plus. C'est ça, donc, merci en tout cas d'être venu nous expliquer tout ça, Lisa, et puis j'espère à très très bientôt. C'est ça, avec plaisir. Eh bien, on continue encore, et je vous avais dit en introduction de cette émission que, je vous le dis en fait en introduction de chaque émission, qu'on aborde des thématiques très très variées. Ici, on va pouvoir monter le micro puisque c'est un expert qu'on a déjà vu sur ce plateau qui va me rejoindre. Il s'agit de Philippe Mercier et on va parler eau de pluie. Oui, l'eau de pluie, si on la collecte, elle va vous permettre d'économiser des centaines d'euros par an. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue à toi. Ça y est, le micro est à la bonne hauteur. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es et ce que tu fais au sein de TestAchat ? Donc moi, je travaille chez TestAchat comme expert énergie et donc plus spécialisé dans tout ce qui est énergie et bâtiment, mais donc dans tout ce qui concerne le logement, la rénovation et la construction. Il n'y a pas que la ressource énergie, il y a aussi la gestion de l'eau. Et donc c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Eh bien oui, effectivement. Alors, de manière générale, au cas où il y a certaines personnes qui se posent la question, quel est l'intérêt d'utiliser l'eau de pluie ?
C'est de regarder la pluie différemment, je vais dire. Parce que déjà, en ce moment, là, on a envie d'aller sur les terrasses, il pleut tout le temps. En fait, quand moi, j'ai une réserve de pluie chez moi, c'est une façon d'apercevoir finalement de l'argent facile. Comme on disait avec Nicolas, c'est trop beau pour être vrai, ça n'est pas vrai. Mais avec l'eau de pluie, c'est peut-être différent. Voilà. Donc l'intérêt, moi, je vais plutôt citer 3 choses, hormis les économies, on va les aborder. Hormis aussi ce qu'on entend souvent des gens qui nous contactent, c'est « Oh, mais c'est scandaleux de mettre de l'eau potable dans mes toilettes, il faudrait que j'y mette de l'eau de pluie ». Donc on va aborder ça après. Mais il y a 3 enjeux surtout plutôt liés au changement climatique qui sont intéressants à savoir quand on participe finalement à des changements en ayant un système de récupération de pluie. C'est que, on a de plus en plus de sécheresse, même s'il pleut beaucoup pour l'instant, en été on l'a vu. Bien sûr. On a des canicules, des sécheresses, donc ça permet d'arroser et finalement de redonner cette eau qui est tombée sur les toitures, sur son terrain quand on a un jardin, et donc de réalimenter aussi les nappes phréatiques. Puisqu'on l'a entendu aussi régulièrement, on a des problèmes de déficit dans les nappes phréatiques. Or, il faut quand même savoir qu'une grosse partie de l'eau potable qu'on produit en Belgique vient de ces nappes phréatiques. Donc, ça veut dire qu'à terme, on contribue aussi à réduire ce problème-là. Alors, un deuxième aspect aussi, qui est aussi en lien avec les sécheresses, c'est la prévention des inondations. Puisqu'à partir du moment où on a une citerne de pluie, et qu'on l'utilise, elle va être souvent partiellement remplie, et donc aussi partiellement vide. Oui. Et donc ça veut dire que quand on a des orages très intenses, ce qu'on commence à rencontrer de plus en plus souvent ces dernières années, intense, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus d'eau que d'habitude sur un temps extrêmement court. Et donc cette eau, elle ruisselle sur tout ce qui est imperméable, elle se retrouve dans les égouts, elle n'a pas le temps de rentrer dans le sol, et donc ça pose des grands problèmes comme ce qu'on a vu dans le sud du pays il y a quelques années. Et donc le fait d'avoir tous ces volumes disponibles qui vont accueillir une partie de l'orage, voire sa totalité, ou retarder l'arrivée de l'eau de pluie dans les égouts, ça contribue de façon importante à limiter en fait les inondations. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Il y a un troisième aspect qui n'est pas forcément toujours connu, mais qui est intéressant à savoir, comme ça on continue à contribuer au niveau collectif, c'est qu'on a des stations d'épuration, quasiment partout en Belgique, sauf dans les zones un peu trop rurales où chacun a sa station. Et donc l'eau doit circuler pendant un temps suffisant que pour être épurée. Alors quand on a le problème que je viens de citer et qu'on a des débits colossaux qui arrivent dans les égouts, dans les zones où on n'a pas pu séparer, ce qui est le cas des anciennes villes, Namur, Bruxelles, Liège, Anvers ou autres, on n'a pas 2 réseaux séparés. Donc les eaux de pluie ne vont pas dans les rivières et les eaux usées à la station d'épuration, tout est mélangé. Et donc quand tout arrive comme ça, ce tsunami arrive en station d'épuration, bien évidemment, la station d'épuration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bypass. Et on renvoie tout immédiatement dans les eaux de surface, donc rivières et autres. Et donc ça, c'est pas quelque chose de souhaitable, mais de nouveau, on retourne sur la production d'eau potable. Parce qu'on produit aussi de l'eau potable, notamment avec la Meuse. Et donc si on pollue inutilement des rivières, on compromet aussi, pour le futur, nos réserves d'eau potable. Bien sûr. Et donc ça, c'est vraiment 3 enjeux majeurs. Les autres, on peut les aborder après. Ok. On peut faire quoi avec l'eau de pluie une fois qu'on l'a collectée? Alors au niveau des usages, avant de parler des usages, je vais reparler de ce que je disais avec le robinet, l'eau du robinet scandaleuse à mettre dans les toilettes. C'est ce qu'on entend souvent et pourtant, nous on part du principe que à partir du moment où on a une ressource naturelle, il faut essayer de l'utiliser pour ses qualités. Et les qualités de l'eau de pluie, c'est quoi? C'est qu'elle est douce, donc il n'y a aucun calcaire dedans, et elle n'est pas traitée, donc il n'y a pas de chlore. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire avec en priorité? On devrait faire la lessive, idéalement, mais aussi la mettre dans les toilettes, pas pour éviter l'eau du robinet, mais parce que, je ne sais pas si tu as déjà eu ça, mais je pense que tout le monde qui te regarde a déjà eu ça, une chaise qui coule, il n'y a rien de plus énervant et de plus difficile à résoudre. Et ça, c'est lié au dépôt de calcaire, en fait. Donc, à partir du moment où on utilise l'eau de pluie dans les toilettes ou pour laver son linge, on n'a plus de problème de calcaire, on n'a plus de problème de chasse qui coule, on n'a plus de problème d'assouplissant à mettre dans sa lessive, on peut utiliser moins de détergent pour laver son linge, moins de détartrant dans les toilettes, et donc en fait c'est un bénéfice général. Alors on peut afficher un graphique où on montre en fait les besoins d'eau que chaque Belge en moyenne utilise par jour. Donc je ne sais pas si toi tu sais si c'est... Un petit quiz. Ouf, allons-y. Alors je tiens à préciser que je n'ai pas vu les questions du quiz. Il m'a juste prévenu. Je confirme, je n'ai rien montré. Voilà. Alors, le moyen belge, par jour, il consomme combien d'eau? 75, 100 litres ou 125 litres? Alors, je vais espérer 75, même si je crains fort qu'on soit au-dessus. C'est parce que tu es économe, donc c'est plutôt dans les 100 litres. D'accord. Et alors, sur ces 100 litres, en fait, on a 56%
qu'on pourrait approvisionner avec de l'eau de pluie. Ah oui. Donc qui ne sont oui. pas des consommations qui nécessitent à l'eau boire potable. ou à cuisiner. Voilà. Voilà. Exactement. Donc ça veut dire qu'on pourrait faire, si on compte le nettoyage de la maison, si on compte l'arrosage du jardin, si on compte l'utilisation pour les lessives, si on compte les toilettes, en fait tout ça, ça nous amène à 56%. D'accord. Et donc si on prend une famille de 4 personnes, sur une année, ça fait presque 70 000, un peu plus de 70 000 litres d'eau qui ne doivent pas être produits pour être potables et qui, du coup, sortent de la facture. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on oscille entre 350 et 450 euros par an. D'accord. Bon, après, évidemment, il faut mettre un système en place. Oui, bien sûr, récupérer l'eau de il ne pluie. suffit pas juste de claquer des doigts pour avoir Exactement. la solution. Oui, c'est ça. Donc ça nécessite déjà idéalement d'être propriétaire de sa maison pour pouvoir faire ce genre de transformation, ou bien d'être en train d'avoir un projet de construction, mais ça vaut vraiment le coup d'intégrer Oui, pour faire un système complet, et c'est ce qu'on va discuter juste après. Mais oui. Un système complet de quoi c'est composé. Donc effectivement, on peut dire que c'est dédié aux propriétaires, mais après on le verra après dans les types de citernes qu'on peut mettre. On a aussi une situation pour les locataires ou pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de mettre un système complet. Et donc le système complet idéalisé, on va dire, évidemment, outre la citerne qui est un peu évidente, Oui. et une pompe pour pouvoir approvisionner tous les endroits de la maison où on veut apporter l'eau de pluie, qu'est-ce qu'on va avoir de vraiment crucial? C'est la filtration. Oui, j'allais dire, parce que l'eau Voilà. de pluie, elle n'est pas toujours... Enfin, elle ruisselle, elle va peut-être pas arriver toute propre dans les canalisations. Elle ruisselle en fait sur les toitures, et donc qu'est-ce qu'on peut avoir sur les toitures? Typiquement des feuilles, des mousses, ce genre de choses. Et donc ce qu'on veut absolument éviter, pour éviter un entretien pénible et un peu laborieux, de nettoyer complètement sa citerne, c'est d'éviter que tout ça ne rentre dans la citerne. Donc ce qu'on va mettre, des grilles, ça s'appelle des crapaudines, bon, c'est un nom un peu rigolo, mais en fait ce sont les petites grilles qu'on met sur les sommets de toiture dans les gouttières pour éviter que toutes les petites particules, les mousses, les feuilles, etc. ne rentrent. Et puis une fois qu'on arrive en bas de la descente d'eau de pluie, on va mettre une sorte de préfiltration. Donc là il y a plein de modèles différents. On a vraiment une section sur notre site internet qui est dédiée à ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc une fois qu'on a cette préfiltration, on rentre dans la citerne. Et après, on va aller reprélever l'eau via la pompe. Et là, de nouveau, après la pompe, on va rajouter un système de filtration. D'accord. Et donc, en général, il y a 3 cartouches, on va dire. On a une sorte de... comme une moustiquaire très fine, pour essayer d'encore éliminer les particules. Puis, on va avoir un filtre à corde souvent. Donc, c'est pour vraiment faire passer toutes les petites particules restent bloquées dans ce filtre. Et après, on a ce qui reste, c'est-à-dire un peu la couleur, un peu l'odeur qui peut être désagréable. Et là, on met du charbon actif. Et donc avec ça, ça nous permet d'avoir une eau pour le lave-linge qui est propre, limpide, qui n'a pas d'odeur. Oui. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le point central d'une installation, d'une bonne installation, ça va être ça. D'accord. Bon, et alors imaginons qu'on habite une maison qui a déjà une citerne, qui a été installée il y a de nombreuses années. Est-ce que ça vaut la peine de la faire rénover? Est-ce qu'il y a des choses à faire dans des anciennes citernes qui n'étaient pas faites à l'époque qu'on fait aujourd'hui? Ou bien est-ce que ce genre de travaux est vraiment trop coûteux et qu'il vaut mieux tout enlever et remplacer par du neuf? Ça dépend de l'état de la citerne. Donc, mais en général, les vieilles maisons, comme tu le dis, qui ont plus de 100 ans, elles avaient déjà en fait une réserve d'eau de pluie, souvent qui se trouve à l'extérieur enterrée. Donc le but, c'est d'abord de vérifier l'état de la citerne et si elle est en bon état, et qu'il suffit de refaire un cimentage, parce que souvent ce sont des citernes qui sont en maçonnerie, en briques, et puis recouvertes d'un ciment. Et donc il y a des connexions à refaire, évidemment, installer la pompe, etc. Mais il faut savoir que dans une installation, quelle qu'elle soit, ce qui va coûter le plus cher, c'est la citerne. Donc c'est certain, si on a une citerne qui est déjà en place, que les connexions sont réparables ou en bon état, et qu'on doit simplement la rafraîchir, on va peut-être parler de quelques centaines d'euros. D'accord. Si on met une citerne d'environ 5000 litres en béton, là, c'est pas très cher, mais il y a beaucoup de manutention. Il faut creuser, il faut amener avec une grue, donc ça devient des coûts très élevés. Bien sûr. Mais une citerne en béton, on va être dans les 2000 euros, 2500 euros. Okay. Une citerne, par contre, comme ce qu'on peut montrer, on a une image à montrer là-dessus. Donc, c'est une citerne enterrée en plastique. Là, on est sur des coûts qui sont un peu moins chers, dans les 2-3 000 euros, parce qu'on n'a pas toute cette manutention, ou en tout cas, au niveau de l'excavation, on pourrait le faire même soi-même.
Et alors, il y a encore d'autres citernes que je parlais des locataires. Oui. Donc, on a une autre image aussi par rapport à ça, où ce sont des petites citernes de 200, 300, parfois 400 litres qu'on peut même connecter à un abri de jardin ou sur une terrasse d'appartement, si on demande l'autorisation, évidemment, à l'immeuble, de pouvoir faire une petite connexion. Avec la gouttière. Avec la gouttière, exactement. Et oui, bien sûr, parce que c'est pas juste un entonnoir à ciel ouvert, il faut effectivement se connecter à il faut quand même se gouttière. Connecter à une descente, oui, c'est ça. Et donc, même avec une réserve de terrasse qui coûterait les prix d'appel, c'est quoi, 50 €, c'est vraiment pas très cher et c'est aussi sympa. Et donc voilà, il y en a pour toutes les bourses. Et alors, un point que j'ajouterais, parce qu'on a eu souvent ce type de questions, les gens nous disaient, mais voilà, je suis dans une maison existante, je n'ai pas d'accès à un jardin, ou en tout cas, je ne peux pas faire venir un camion avec une grue, ou ça va coûter très cher. Je n'ai que des caves et on doit tout passer par ma porte d'entrée et ma porte de cave. Oui, donc est-ce que je peux mettre une citerne chez moi? Oui. Voilà, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ça coûte un peu plus cher, mais il y a des modules qui existent et qui font 500 litres et qui sont prévus pour passer dans des cages d'escalier, dans des portes standards. D'accord. Et donc on peut, moi c'est ce que j'ai chez moi, parce que je suis dans une vieille maison, on n'avait pas d'accès. Et donc on a mis 6 modules, donc ça fait 3000 litres, et qui sont connectés en fait entre eux. Et alors on prélève l'eau dans l'un d'entre eux, comme ils sont connectés, il n'y a pas d'enjeu, hein, c'est pas grave. Bien sûr. Et donc ça permet d'avoir une vraie citerne en cave, dans une maison, peu importe l'accessibilité. C'est juste que ça coûte un peu plus cher. Ce genre de module, c'est 500 € par module. Donc c'est vrai que si on va jusqu'à 3000 litres, par exemple, on va se retrouver avec 3000 €. Quoi. D'accord. Donc c'est vrai que ça, comme je le disais, c'est le plus gros budget de l'investissement du système, en fait. Ouais. Alors, tu parles justement de modules de 500 litres. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quelle taille de citerne idéale on devrait installer chez soi ? Alors ça, c'est vraiment une question qui est récurrente et alors souvent elle est prise de façon inversée. Donc c'est assez intéressant de voir le comportement des gens une fois qu'ils se sont dit « ça y est, je veux récupérer l'eau de pluie, j'ai mon projet, je me lance, je veux la plus grosse citerne possible ». Mais en fait, c'est pas tellement la bonne approche puisque en fait la ressource, elle tombe sur des toitures et donc inévitablement, c'est directement la taille de la citerne elle est liée à la quantité d'eau que le toit peut récolter. D'accord. Mais comment on peut savoir ça? Et donc, il faut connaître la surface de sa toiture. Okay. Donc, pas, si on a des tuiles, il ne faut pas calculer la surface, il faut calculer la projection. Donc, si on a par exemple une petite maison de ville de façade, on va avoir en général une emprise au sol de 50 mètres carrés ou 60 mètres carrés. Et donc là, on peut calculer soit avec des calculateurs en ligne, soit en prenant une moyenne de précipitation de l'Institut Royal Météorologique. On peut calculer une dimension moyenne. Donc là, on sait en Belgique qu'on a environ, ça dépend où on se trouve dans le pays, on a entre 70 litres par mètre carré par an jusqu'à 140 litres par mètre carré par an qui tombent. Donc ça donne le bilan global. Et donc, si on fait des calculs avec des outils online, on en a un en Flandre et un à Bruxelles, on n'en a pas en Wallonie malheureusement. Quoi, vous n'en avez pas un sur le site de Testachat? Pas encore, on a les éléments pour le calculer, mais on n'a pas encore fait de calculateur, mais je prends la proposition, oui, hein. je prends. Ça m'étonne, c'est la première fois. Exactement, oui, c'est ça. J'ai encore du travail, alors c'est bien. Mais c'est bien, oui, exactement. de bonnes idées. Et donc, si on prend, par exemple, 50-60 mètres carrés de toiture, on va arriver à des volumes de 3000 à 4000 litres de capacité citerne nécessaire. Et donc cette dimension, elle est calculée pour deux choses. Pour essayer de récolter un maximum d'eau, même quand il y a une période où il y a beaucoup de pluie. Et elle devrait nous permettre de passer 2 à 3 semaines de sécheresse. Okay. Et donc avec ces volumes d'eau qui peuvent rentrer, cette capacité de citerne, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un calcul en fait du potentiel d'eau qu'on va avoir par jour. Donc 1, la surface du toit, 2, le dimensionnement de la citerne, et avec ça, on va avoir un potentiel par jour. Donc si je reviens sur mes 50-60 mètres carrés de toiture, ça veut dire qu'on va avoir environ 150 litres d'eau de pluie par jour disponible, tout au long de l'année. Après, il y a des jours où on ne l'aura pas, des jours où on en aura trop. Beaucoup plus, mais... Voilà. Et donc là, on revient à ce qu'on disait au début, le petit graphique avec les usages, où on a 30 litres par jour par personne pour un WC, 15 litres par jour en moyenne par personne pour une lessive. Et alors, on fait ces petits calculs en se disant, avec mes 150, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec? J'ai 4 personnes, ça fait 4 fois 30 litres pour les WC, ça fait 120 litres, il me reste combien? Il me reste 30, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis la lessive? Est-ce que je choisis le jardin? Et donc, en fait, c'est en fonction de ça qu'on va voir quels sont les points qu'on va approvisionner, parce qu'avec ce système-là, ça va fonctionner pour ces usages-là. Ok.
Maintenant, parfois, on peut rajouter un usage si on est entre les deux, par exemple comme le jardin. Et si finalement, quand on voit que ça commence à baisser et qu'il ne pleut plus, on se dit je vais privilégier la lessive et tant pis pour le jardin, je laisse un peu mes plantes souffrir. Voilà, ça, c'est des choix qu'on peut ajuster. Mais en tout cas, les connexions, au moment où on installe le système, il faudrait quand même prévoir vers où on alimente, quoi. D'accord. Parce que ça va être un des éléments de l'installation en rénovation, c'est plus compliqué. C'est de se dire, il faut quand même que ce tuyau qui va alimenter mes toilettes, ma lessive ou mon jardin, il faut que je puisse connecter tout ça à une pompe. Oui. Et alors, en plus, un autre aspect que je n'ai pas mentionné dans l'installation, mais qui est important, c'est qu'il est interdit de faire se rencontrer le réseau d'eau potable et le réseau d'eau de pluie, pour des raisons sanitaires. Bien entendu. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est aussi un aspect où... Quand on va prendre une pompe, par exemple, il y a cette déconnexion. Eau de ville, eau de pluie, soit manuelle, soit par un système automatisé, qui est absolument nécessaire. Bien sûr, parce que si jamais il y a une perméabilité des deux, on va se retrouver avec de l'eau potable qui va être viciée. Et on a très très vite fait de détériorer ou de polluer oui, tout à fait. Une source d'eau potable. Il suffit de vraiment pas grand-chose. Bon, tu parlais des pompes. Comment est-ce qu'on fait le choix? J'imagine que vous avez un comparateur sur le site de Test Achat, ou bien là aussi, il y a encore des choses à faire évoluer? Là, en fait, on n'a pas de comparateur. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est curieusement très large. Il y a énormément de produits. Okay. Et par contre, des types de produits différents, pour une installation d'eau de pluie, il n'y en a pas beaucoup. Donc nous, on a vraiment donné des conseils et des orientations par rapport au type de produit qu'on peut installer et par rapport à une fourchette de budget, par exemple, et les avantages, inconvénients. Et une fois qu'on a ces éléments-là, c'est suffisant pour pouvoir faire son choix, parce qu'en général, ce sont des appareils qui sont vraiment qui durent entre 10 et 15 ans, donc on n'a pas repéré non plus de plaintes depuis très très longtemps sur ce type d'appareil, d'où on n'a pas fait des tests comparatifs par rapport à ça. D'accord. Mais donc, si je prends les trois grands types de pompes qu'on va avoir, on a les pompes qui sont immergées, et donc ça, c'est la pompe que tu mets dans la citerne. Alors l'avantage, c'est qu'elle ne fait pas de bruit, puisqu'elle est dans l'eau. Par contre, le gros désavantage, c'est que s'il y a un problème, s'il faut dépanner, s'il faut nettoyer, elle est dans la citerne. Ah oui. Et donc, si la citerne est moins accessible, ça va être beaucoup plus délicat, ou en tout cas, on va laisser traîner les choses. Et donc, on a déjà vu des gens qui ont une citerne qu'ils n'utilisent plus depuis 10 ans parce qu'en fait, ils n'ont jamais résolu le problème de la pompe. Et alors, le deuxième type qu'on a, qui se répartit en deux sous-groupes, donc c'est pour ça que je disais 3 catégories, ce sont les pompes qui sont de surface, donc c'est des pompes qui ne sont pas dans l'eau, qu'on met dans une cave ou dans un garage et qui sont connectés à la fois à la citerne et à la fois au réseau d'approvisionnement dans la maison. Et donc là, on va avoir soit une pompe toute seule, soit on va avoir une pompe, ce qu'on appelle un groupe hydrophore, donc c'est la même pompe, mais en dessous, il y a une espèce de gros ballon en métal dans lequel il y a un ballon, c'est une sorte de PVC souple, comme un ballon à gonfler, quoi. D'accord. Et le principe de ça, du groupe hydrophore, c'est vraiment ce que nous, on recommande. C'est que ça permet de ne pas avoir la pompe qui s'enclenche, qui fait on-off tout le temps, dès qu'on ouvre un robinet. Ok. Parce que, c'est désagréable parce que le débit change tout le temps. Si on a 3 endroits où on prélève de l'eau en même temps, en fait, le débit va chuter. Oui, et pour certaines choses, ce ne sera pas suffisant pour faire tourner la machine, par exemple. Exactement. Je pense, donc la machine à laver pourrait se mettre en sécurité, par exemple. Et alors, l'autre élément aussi qui est intéressant, c'est que la pompe on-off tout le temps, en fait, c'est pas bon pour la pompe. Et ça peut vraiment réduire la durée de vie d'une pompe de ce type-là. Et donc, on recommande toujours un groupe hydrophore. Comme ça, il y a des volumes de cette partie-là du ballon. C'est en général 25-30 litres. Et donc, ça veut dire que si tu prélèves environ une vingtaine de litres, la pompe ne va pas se rallumer. Donc, c'est bien pour la pompe. C'est bien pour avoir de l'eau en suffisance partout. Et c'est bien pour le bruit aussi, parce que finalement, elle va s'enclencher pendant peut-être 30 secondes, 1 minute, et après, elle va s'arrêter. Et chaque fois que quelqu'un va à la toilette, c'est pas à 30 litres, donc elle ne va pas se rallumer à chaque utilisation. Oui, donc c'est déjà un bon conseil. Il y a déjà pas mal de choses à aller explorer, mais je vois qu'il y a vraiment beaucoup de données, beaucoup d'informations à aller prendre. Donc ça, j'imagine quand même que tout est rassemblé, tout est bien centralisé. Rassemblé. On a bien détaillé les choses sur le site. Sur le site de testachat.be. On a fait des buying guides pour un peu tout, mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine. Parce que si peut-être je termine là-dessus, il y a encore 10 ans, quand on faisait des exercices de rentabilité avec une vraie installation complète, on avait un peu du mal. On était plus sur le côté, c'est bon pour l'environnement, etc. Mais ça ramait un peu. Et là, aujourd'hui, il faut le reconnaître, avec la pression qu'il y a sur l'eau et la qualité de l'eau potable,
et les ressources qui commencent parfois à manquer, on a un prix de l'eau qui a énormément augmenté. Et oui, une conscience aussi de la plupart des personnes qui maintenant se disent je veux faire quelque chose à mon échelle, mais comment? Et donc là, ça devient... Oui, et là en plus, avec le prix de l'eau, ça devient vraiment, même financièrement, ça devient rentable. Ça devient une motivation. En fait. Oui, exactement. Donc c'est bon, c'est de l'argent gratuit. C'est de l'argent gratuit. Ben pour une fois, c'est facile. C'est facile, c'est rapide. Oui, c'est très bien. Ben merci beaucoup, Philippe. C'est même pour les locataires. Oui, voilà. Ben, on y pensera. Oui. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour cette longue exposition sur le comment, le pourquoi récolter l'eau de pluie. On arrive à la fin de cette émission. De nouveau, plein de thématiques différentes qui ont été abordées. On a vu avec Sébastien les meilleurs sites de réservation, les meilleurs sites, les meilleures chaînes hôtelières. Quel a été le résultat de l'enquête européenne qui a été lancée cette année. Avec Nicolas Claes, on a vu comment investir en bourse, même si on n'a que 1 000 € à investir, ou même moins encore. Lisa Mailleux nous a parlé de la nouvelle loi sur les recours collectifs, et surtout aussi quelles sont les nouvelles du recours collectif concernant Apple et l'iPhone 6. Et on a terminé avec Philippe Mercier sur l'eau de pluie et sur l'argent qu'elle vous permet d'économiser chaque année. Plein de thématiques différentes, plein de sujets qui, j'espère, vous auront intéressé toutes et tous. N'hésitez pas, si vous avez des idées, des questions, des envies qu'on aborde telle ou telle thématique, vous nous envoyez un petit mail, vous passez par le site Testachat ou par les réseaux sociaux ou par la chaîne YouTube où toutes ces vidéos sont disponibles en replay à volonté. Vous pouvez bien entendu les partager avec les personnes qui pourraient être intéressées autour de vous. Et puis, testachat.be, vous avez déjà pas mal de contenus qui sont accessibles gratuitement, mais évidemment, si vous êtes abonné, il y a du contenu premium supplémentaire qui vous permettront d'aller plus loin, de creuser plus dans les questions qui vous intéressent. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission avec de nouveaux experts, et d'ici là, je vous souhaite de faire de très bons choix.